Bienvenue à ce premier webinaire présenté par la MUC et l'Alliance BMS Pfizer. Mon nom, moi, c'est Julie Théberge. Je suis coordonnatrice et la cofondatrice avec le Dr Richard Fleet de la division Bleu Ciel de la chaire de recherche en médecine d'urgence de l'Université Laval, 6 Chaudière-Appalaches. Sans plus tarder, il est médecin d'urgence à temps complet à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis plus de 30 ans. Il a reçu sa formation en médecine familiale à l'Université de Montréal et à McGill. Il a été chef du service de médecine d'urgence et du programme Première ligne de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de 1996 à 2009. Ça, c'est 2 décennies. Deux centuries. C'est ça, c'est beaucoup de temps. Il a participé à la naissance de la table des chefs d'urgence de Montréal en 2001, dont il a assumé la présidence entre 2003 et 2009. Il a été nommé professeur adjoint de clinique au département de médecine familiale de médecine d'urgence de l'Université de Montréal en 2001. Et puis, depuis 2010, il est président de l'Association des médecins d'urgence du Québec, la MUC, dont la mission est d'être le leader du développement et de la promotion de l'excellence en médecine d'urgence au Québec. C'est pas pire, hein? Alors, ce midi, il vient vous parler de cas de blessures aux poignets et aux épaules qui peuvent poser quelques petits pièges de diagnostic. Je vous présente votre conférencier pour ce midi, le Dr Mathieu. Merci beaucoup, Julie. À vous la parole. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'aimerais prendre quelques secondes pour mettre mon chapeau du comité organisateur, le comité scientifique de la MUC, pour vous présenter le nouveau format de matériel qu'on a à vous présenter pour la formation médicale continue. L'idée est de présenter des brèves capsules, des études de cas de cliniques de patients qui peuvent être rencontrés dans n'importe quelle urgence du Québec. Et on veut diffuser ces capsules-là en temps réel, localement, partout au Québec, dans un maximum d'hôpitaux, grâce à la technologie interactive là, de visioconférence. Alors, comme il s'agit d'une nouvelle formule, le comité sera particulièrement intéressé de recevoir votre rétroaction et vos commentaires. Alors voilà. Maintenant, on va commencer la présentation. Donc, capsule orthopédique, quelques pièges à éviter. Pour commencer, je dois vous divulguer que je possède des actions de compagnies pharmaceutiques, le BMS et Bausch Health Companies. Mais en ce qui me concerne, je considère que je n'ai aucun conflit d'intérêt potentiel ou réel en lien ou non avec le contenu de cette présentation. Les études de cas en médecine d'urgence bénéficient d'une subvention à visée éducative de l'Alliance BMS Pfizer. Alors, les objectifs pour aujourd'hui, il y en a 2. C'est assez facile. C'est mieux évaluer les blessures au poignet et à l'épaule. Puis donc, ça va vous aider à reconnaître des représentations moins fréquentes de ces conditions-là. Des petits pièges. Merci. Alors, on commence avec l'anatomie normale du poignet. 3 os nous intéressent particulièrement. Le scaphoïde, dont on a beaucoup entendu parler dans notre formation, le grand os qui est ici et le semi-lunaire qui est ici. Ils sont appuyés sur le radius ici. Donc, il y a 3 arches dans le poignet normal. La première arche est en haut ici, entre les métas et la partie distale du poignet. La deuxième arche entre la partie proximale et distale du poignet. Et la troisième arche entre le radius et le carpe proximal. Vous voyez ici que les os sont pas mal tous bien emboîtés les uns dans les autres, avec un espace qui est pas mal homogène, à peu près 2 ou 3 mm entre chacun des os. Sur la vue latérale, on retrouve les mêmes os ici, le grand os, le radius en dessous ici, et si vous tracez une ligne entre les deux, cette ligne devrait passer à travers la moitié du semi-lunaire qui se trouve exactement entre les deux. Je vais vous présenter le premier cas que j'ai vu. On est au mois d'août 2017, à 23 heures. Je reçois un jeune homme de 30 ans qui jouait au rugby. Il y a eu un plaquage et un autre joueur lui est tombé dessus. Ça lui a fait une grosse douleur au niveau du poignet droit. À l'examen, tout ce que je vois, c'est un poignet qui est enflé, qui est diffusément douloureux, mais il n'y a aucune déformation. On fait une radiographie. Julie, je te donne une chance. Est-ce que tu vois quelque chose d'anormal dans ce rayon? Je vois qu'il n'y a pas de fracture. Bon point. Effectivement, il n'y a pas de fracture, mais il y a quand même quelque chose qui cloche. Et puis, je vous demanderais de porter votre attention à ce qu'on appelle la pointe de tarte ici, en plein milieu du carpe. Alors, de quoi il s'agit? La pointe de tarte, il s'agit en fait du semi-lunaire qui se trouve à être déplacé par rapport aux autres os du poignet. Je vous ai mis un poignet normal à côté. Vous voyez que le semi-lunaire est bien appuyé ici entre les surfaces. Et ici, on voit qu'il est déplacé. Ça va être plus facile de l'apprécier sur les autres vues ici. La vue oblique où le semi-lunaire devrait être ici, mais en fait, on voit un creux.
un espace vide. Et surtout sur la vue latérale, où si vous tracez une ligne entre le grand os et le radius ici, vous voyez que le semi-lunaire est complètement luxé en palmaire. J'ai mis la flèche ici pour vous signaler une petite fracture par arrachement qui vient probablement d'un bout du radius. Et puis, ça serait un écueil pour nous à l'urgence de dire, bon, ben écoute, je vois ici, il y a une petite fracture par arrachement, ça explique l'œdème, ça explique la douleur, on a eu un bon traumatisme, je le mets dans une immobilisation, je l'envoie à la maison avec un rendez-vous en externe. Si on ne fait pas attention et qu'on ne remarque pas que cet os-là n'est pas à sa place, en particulier en mettant la ligne, bien, on peut se retrouver dans des complications. D'accord. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, docteur? Juste pour dire, il y a un nom qui a été donné à cette image. Non. Spilled teacup sign. Je trouve ça très joli. Alors, c'est la tasse de thé qui est renversée. Donc, la luxation du semi-lunaire. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, oui? Alors, on va s'approcher un peu Oui. de la caméra. Fait que, donc, moi, je me trouvais à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On voit bien? Vous voyez bien mon poignet? Ici. OK, voilà. À Maisonneuve-Rosemont, à minuit le soir, après mon rayon X, j'appelle évidemment mon consultant, la résidente en plastie, et qui me dit « Ouais, OK, ben mets-le une attelle, on va le revoir à la clinique externe. » Moi, j'étais pas tellement à l'aise avec cette notion-là. Je lui dis « Bon, un os luxé dans le poignet, avec les risques de nécrose avasculaire qui peuvent s'en suivre. » Je dis « Ben non, moi, je ne fais pas ça comme ça. Je vais essayer de le réduire. » Donc, le patient est tombé en hyperextension, comme en fait quasiment la totalité des blessures au poignet qu'on voit. Hyperextension. Ensuite, un autre joueur lui est tombé dessus, encore une plus grande hyperextension, et là, le semi-lunaire a popé. Ça va pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut refaire le même mécanisme de blessure en ajoutant la traction pour justement que l'os puisse retrouver sa position anatomique. Donc, avec une bonne sédation, parce qu'il va falloir forcer. Quelqu'un qui tient le bras en bas, et moi, j'essaie de pousser vers le haut en maintenant une hyperextension le plus possible. Alors, 90 kg de muscles, c'était pas évident à faire et j'avais la chance d'avoir une fluoroscopie disponible pour justement voir est-ce que j'ai réussi ou non à replacer l'os parce qu'on ne sent pas vraiment de pop comme une épaule qui rembarque ou un genou qui rembarque. Donc, la fluoroscopie m'a permis de voir que ça m'a pris plusieurs tentatives avant de réussir. Puis en fait, j'étais sur le point d'abandonner. Je me dis, je ne serais jamais capable. Sauf que, bon, forçant un grand coup, ça a fini par fonctionner. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire quand on n'a pas des effectifs avec des spécialistes ou tout ça. On peut essayer de On peut essayer de réduire. C'est OK, ça. super. Alors, je pense que ça fait partie de notre responsabilité d'essayer de réduire ces blessures-là. Et ce que ça a donné, c'est ça. Donc, j'ai mis mon immobilisation plâtrée ici, mais on voit très bien que le semi-lunaire est revenu en position par rapport à l'image qu'on avait antérieurement. Donc, satisfaisant. En vue oblique, le creux ici s'est rempli avec notre semi-lunaire. Et en vue latérale, miracle, notre ligne passe à travers le semi-lunaire. Donc, succès, et j'étais bien content, bien à l'aise de libérer le patient pour le rendez-vous en clinique externe. 2 mois plus tard, il y avait encore ces broches. Donc, tous ces patients-là doivent être vus en plastie ou en tout cas par le consultant de la chirurgien de la main pour être opérés et stabilisés en suivi. Je vais vous présenter un deuxième cas. 7 mars 2018, chute d'un échafaud, un homme de 25 ans, douleur au poignet gauche, pas d'autres blessures. Est-ce que tu vois quelque chose d'anormal, Julie, sur cette radiographie-là? Ben oui, on dirait qu'il y a une fracture ici, là, à la base du poignet. Ici, là, il y a quelque chose de détaché. Ça, ouais. Très bien. Effectivement, la styloïde radiale semble être avulsée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein? Bon. Oui. Alors, mais, autre piège, on pourrait se dire, bon, il y a une fracture du radius, c'est correct, on l'immobilise, on l'envoie à la maison avec un rendez-vous en externe. Portez attention aux os du carpe. On dirait plutôt une bouillie d'os du carpe ici. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Même le scaphoïde a l'air d'avoir plusieurs petits fragments osseux autour. OK? Donc, la fracture, notre scaphoïde il a l'air abîmé et notre semi-lunaire, il a l'air fou aussi. La pointe de tarte est peut-être moins belle que sur l'autre image, mais il ressemble quand même à une pointe de tarte. La vue oblique ne nous aide pas tellement parce qu'elle présente énormément de superposition.
Mais la vue latérale nous permet de voir, encore une fois, un semi-lunaire qui a spilled teacup sign. Et notre ligne passe très bien entre le grand os et le radius, mais il n'y a pas de semi-lunaire entre les deux ici. D'accord? Donc, une luxation en plus du palmaire du semi-lunaire. Donc, on était à Santa Cabrini l'après-midi. J'ai pu parler à la consultante en plastique qui est venue faire la réduction ouverte sur le champ. Donc, il n'y a pas eu d'autres manipulations ou d'autres tentatives de réduction dans ce cas-là. Un point intéressant qu'elle m'a mentionné, par contre, c'est qu'elle insistait beaucoup pour que le patient ait son membre en élévation continuellement à cause du fait de l'enflure qui pourrait abîmer le nerf médian là, qui passe juste devant le semi-lunaire. Donc, elle disait, mets-le dans des doigts chinois, fais quelque chose, mais il faut qu'il ait son bras élevé en tout temps. Alors, en attendant la consultation. En attendant la consultation, en attendant la salle d'opération, en attendant tout ça. Donc ça, j'ai trouvé ça très pertinent comme conseil. Puis quand on est en région éloignée ou à effectif réduit, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose sur place ou il faut attendre un transfert? Écoute, je pense que cette blessure-là était quand même assez complexe. Okay. J'aurais voulu que le consultant me dise, bon, écoute, est-ce qu'on essaye de réduire? Est-ce qu'on essaie de replacer le semi-lunaire de la même façon qu'on a essayé dans l'autre patient, sans tenir compte des fractures du radius ou du scaphoïde? Je pense que ça demande à ce moment-là une discussion avec le consultant. Super. Alors, la luxation du semi-lunaire, il y a un diagnostic différentiel quand même à faire où, avec la luxation du périlunaire, où en fait, ce sont tous les os du carpe qui sont luxés, sauf le semi-lunaire qui, lui, est encore en position. Alors, j'ai des photos pour vous. Ici, vous avez le radius. L, c'est pour lunette en anglais. Donc, il est bien appuyé sur le radius, mais le capitate, le grand os, il est débarqué. Alors, c'est une luxation périlunaire. Même chose sur l'image de droite ici. Vous avez le semi-lunaire qui est bien appuyé sur le radius. Si vous mettez votre ligne, vous voyez que la ligne passe en avant, c'est-à-dire la ligne passe en arrière ici du radius, parce que les deux os aussi sont bien alignés. Donc, le grand os se retrouve être en postérieur. La prise en charge, maintenant, on recommande une réduction et un traitement chirurgical urgent pour prévenir la dysfonction articulaire chronique et l'instabilité. Alors, c'était les cas de poignet. Oui, les messages clés, hein, pour message clé, ce que je vous dirais, c'est toujours vérifier les os du carpe, même en présence de fractures du radius distal. Puis, j'en ai déjà manqué quand j'étais jeune médecin et je ne veux pas m'en manquer d'autres. Et l'élévation du membre. Alors, si vous faites attention, vous allez pouvoir garder ces gens-là loin de vous, parce que c'est quand même une des raisons assez significatives de poursuite médico-légale, parce que c'est une blessure qui a des conséquences et c'est une blessure qu'on est apte à manquer relativement facilement. Super. Donc ça finit la portion poignet. Oui. On y va-tu pour l'épaule? Oui, l'épaule. All right, on y va. Alors, le cas tout de suite, 19 ans. À 15 heures, il a perdu contrôle de son vélo. Il est rentré dans un poteau à 20 km/h. Il n'y avait pas de casque, mais la seule blessure qu'il a, c'est une douleur à l'épaule droite. Il est venu par lui-même en taxi à l'hôpital. Tout ce que je vois, c'est une déformation de l'épaule avec une glène qui a l'air vide, mais rien d'autre. Le patient a accepté de poser pour une photo. Et Julie, est-ce que tu remarques quelque chose? Je vois pas de fracture. Pas de fracture, excellent. On peut dire que les deux épaules ne sont pas à la même hauteur, mais ça n'a probablement aucune signification parce que les gens peuvent être croches un peu ou alors tout simplement une position antalgique. Mais c'est ce que j'appelais ici, c'est ce que je disais, la glène vide. Normalement, quand on voit ça, rien en dessous de l'acromion, on suspecte une luxation antérieure, mais la tête humérale devrait être dans ce coin-ci. Mais là, on ne la voit pas là. Puis on voit au contraire une voussure en postérieur. Donc, juste à regarder le patient, tu dis, ce patient-là, il y a une luxation postérieure de l'épaule. C'est quand même pas fréquent, c'est 2 à 5 des luxations de l'épaule, mais on est appelé à en rencontrer quelques-unes là, dans notre carrière à l'urgence. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une radiographie et je vais vous présenter quelques signes cliniques de la luxation postérieure de l'épaule. Le premier que tout le monde connaît, c'est le light bulb sign, où si on superpose une image d'une ampoule, on voit clairement qu'effectivement, c'est ça qu'on veut dire. C'est que la tête humérale, à cause de la rotation interne, a l'air d'être une ampoule électrique. Donc, le premier signe, rotation interne de l'humérus fait qu'on perd le contour de la grosse tubérosité et on a le signe de
l'ampoule électrique. La vue en Y, très très utile, qui permet de voir que la tête humérale est en postérieur par rapport au Y ici, la glène étant ici, la surface articulaire étant ici, complètement en postérieur. Donc ça confirme votre diagnostic. Et encore deux autres signes cliniques que je vais vous mentionner sur les radiographies de l'épaule. Premièrement, c'est qu'ici, on voit une superposition entre la structure de la tête de l'humérus et la glène. Donc, cette superposition-là est anormale. Et l'autre chose, c'est que la distance entre la tête de l'humérus et la glène est augmentée. Alors ça, c'est un autre signe clinique là, qui vient avec. Toutes ces photos-là viennent du même patient. Là. Post-réduction, vous voyez ce que je voulais dire avec les changements de superposition. Il n'y a plus de superposition entre les deux surfaces et l'espace est redevenu normal à quelques millimètres. On voit que ici, la tête humérale est revenue dans le Y alors qu'ici, elle est en postérieur. Et finalement, je voudrais terminer avec quelques petites à côté de la luxation de l'épaule. Allez-y, ça c'est de l'extra. Alors, qu'est-ce qu'on voit chez notre patient encore? Il y a quelque chose qui apparaît ici. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué initialement sur les premières radiographies qu'on a vues. Il y a une encoche. Mais il s'agit d'une luxation postérieure. Donc, est-ce que ça va être un Hill-Sachs? Non, ça va être un Hill-Sachs renversé. Parce qu'en fait, c'est une fracture par compaction de la tête humérale, mais comme c'est une luxation postérieure, c'est l'aspect antérieur de la tête humérale qui vient s'impacter sur la glène. Alors que dans nos luxations antérieures, ce qu'on voit habituellement, c'est ça ici, c'est la face postérieure de la tête humérale qui vient s'impacter contre la glène. Ça, c'est un assez gros Hill-Sachs, des fois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et finalement, la fracture de Bankart, où lors de la luxation antérieure, la tête humérale arrache une partie de la lèvre de la glène. Alors ça, c'est juste un petit rappel des fractures qu'on peut trouver associées à la luxation de l'épaule. Super. On est rendu à les points clés. Les points clés. Oui. Alors, toujours regarder les os du carpe sur les radiographies du poignet. Élever le membre pour diminuer l'œdème et protéger le nerf médian. Rester à l'affût de la luxation postérieure de l'épaule si la radiographie semble à peu près normale. Maintenant, je n'en ai pas parlé, mais c'est un bon point clé. Considérez d'autres examens si vous n'êtes pas certain, malgré tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, comme une tomodensitométrie ou une échographie. Je ne sais pas à quel point c'est disponible dans les centres qui nous écoutent, mais c'est des façons autres de faire un diagnostic quand on a un doute qui persiste. D'ailleurs, la tomodensitométrie est extrêmement utile pour le nombre de fractures occultes qu'on a en orthopédie à l'urgence, que ce soit le bassin, la hanche, les poignets. Justement, le poignet, elle aurait pu en faire un scan puis voir toutes les blessures qui étaient présentes, mais on est allé directement en salle d'opération. Et le dernier point, c'est considérer une tentative de réduction lorsqu'il y a une luxation, à moins d'avis contraire de votre consultant, ou de conditions comme peut-être de fracture là, qui pourraient empêcher la luxation. S'il y avait une fracture du col de l'humérus en même temps qu'une luxation, bien, c'est sûr que là, on perd notre levier sur la tête humérale si là, c'est fracturé. Donc, je ne pense pas que ce soit une réduction qui va être tellement couronnée de succès. Les références que j'ai utilisées, c'est simplement le Radiopédia, un site extrêmement utile en ce qui concerne les radiographies d'urgence. Il y a plein d'informations très pertinentes et bien sûr UpToDate qui est disponible partout. Le site de Radiopédia est gratuit.